Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer l'analyse des affiches du premier tour de la conférence Ouest. Et c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous, les playoffs enfin. Je précise aux auditeurs qu'il y aura un autre podcast consacré à la conférence Est à écouter également. On a séparé ça en deux pour pas faire un podcast de 3h30. Voilà, donc je vous invite à aller écouter cet autre podcast sur la conférence Ouest. Logiquement, les deux épisodes vont sortir en même temps. Voilà. Je tiens également à préciser une chose. Charlie, il y a une grande nouvelle à annoncer, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. On a atteint des chiffres d'audience qui nous permettent aujourd'hui, potentiellement, dans un avenir plus ou moins proche, d'avoir des annonceurs. On va peut-être avoir un peu de publicité dans ce podcast pour la première fois de l'histoire du podcast. Voilà. Donc, on est extrêmement content parce que c'est aussi le fait... c'est grâce à vous qui écoutez le podcast. Ça veut dire qu'on a atteint des objectifs qui nous permettent aujourd'hui de la possibilité de monétiser éventuellement ce podcast. Alors, ça va pas être des 1000 et des 100, bien évidemment, mais ça va permettre de mettre un peu de l'eau dans le moulin, de beurre dans les épinards, de travailler sur d'autres formats, voilà. Donc c'est cool. Merci à tous les auditeurs. Je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Ça fait 7 ans qu'on fait cet exercice. Charlie et moi, on a commencé en avril 2019. C'était les playoffs 2019, la première fois qu'on a parlé de ça au micro. Donc ça fait plaisir de voir le chemin parcouru. Voilà, je vous invite également à vous rendre sur la page YouTube. Il y a une page YouTube. Je mets sur YouTube les épisodes parce que il y a des gens qui m'ont demandé, tiens, mets-les sur YouTube parce qu'on écoute souvent dessus. Alors qu'à un moment, j'avais un peu lâché le coche. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube, à vous abonner, à écouter également le podcast là-bas. Voilà, ça va nous aider beaucoup. Et prochainement, j'aurai peut-être également un compte Instagram qu'on va lancer avec des petits extraits de l'émission. Et puis, pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous préviendrai quand est-ce qu'elle sera lancée. Probablement à la rentrée prochaine, pour la saison prochaine, la saison 2025-2026. Voilà, donc... et puis toujours, n'hésitez pas à donner vos avis sur Apple Podcasts, mettre des étoiles sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcasts que vous utilisez. N'hésitez pas à faire des recommandations, même de vive voix dans votre entourage. C'est toujours un soutien qui nous est cher et voilà. Charlie, tu as un mot là-dessus ou pas ? Non, mais effectivement, avoir des retours, c'est toujours intéressant. Ça nous permet aussi d'améliorer le podcast. Et effectivement, c'est une évolution et une étape qui est symbolique, importante et ma foi assez sympathique. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Charlie, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. J'aimerais juste vite faire rappeler une petite stat amusante. Charlie, sur les 25 dernières années, le savais-tu, les équipes qui ont terminé à la première place de leurs conférences respectives se sont affrontées en finale seulement à 3 occasions. Donc si on part des années 2000, ça s'est arrivé 3 fois. Il y a eu Lakers-Pacers en 2000, Lakers-Celtics en 2008 et Cleveland contre Golden State en 2016. Donc, c'est 12% des oppositions en finale NBA depuis 2000. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, entre le Thunder et les Cavaliers, il y aura très certainement une de ces deux équipes qui pourrait être déçue éventuellement dans cette course aux playoffs. Donc, il faut qu'on s'y prépare mentalement. Les fans doivent se préparer mentalement. Les playoffs, c'est toujours que ça peut être quelque chose d'assez violent pour quand t'es fan et que tu penses que ton équipe peut aller au bout. Et quand ça se passe pas, c'est à cause d'un match-up, à cause de blessures, à cause de X raisons que ce soit, ça peut être assez dur à accepter. Tout à fait. Écoute, moi, ça colle avec mon bracket. Moi, je n'ai pas les deux premiers de la conférence en finale, donc c'est une stat qui me convient parfaitement. Ah, t'as fait le bracket jusqu'en finale, là ? Ah bah bien sûr. Ah merde, j'ai pas fait ça du tout, moi. Alors, j'ai complètement raté le coche. Je crois que je me suis réveillé sur ce bracket une fois que le play-in avait été joué. Et donc, j'ai compris que tu peux pas faire le bracket. Il faut que tu fasses le bracket avant, en fait. Mais je me suis dit, c'est cruel, en fait, comme histoire, parce que comment tu pouvais le match, la défaite d'Atlanta, tout ça face au Magic, c'est hyper compliqué, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Le fait qu'il faille juger des matchs, des résultats qui se jouent sur un match, ça rend la chose plus compliquée. Non, mais après, moi, j'ai rien fait d'officiel. Juste, j'ai un bracket dans ma tête auquel j'ai réfléchi, mais je l'ai pas enregistré où que ce soit.
D'accord, très bien. Allez, on commence tout de suite à faire les 4 séries du premier tour de la conférence Ouest. Et on commence donc avec OKC Thunder face aux Memphis Grizzlies, deux équipes aux trajectoires opposées. En 2022, le Thunder affichait un bilan de 24 victoires et 58 défaites. Au printemps de la même année, Memphis se hissait en demi-finale de conférence face aux Warriors, où ils se sont inclinés face aux futurs champions en titre dans une série où Ja Morant n'a plus joué après une blessure au genou au Game 3, alors qu'il tournait à plus de 38 points de moyenne. À cet instant, nous parlions tous de l'avenir radieux de Memphis, et on plaisantait sur la collection de pics de draft du Thunder qui semblait alors si loin des playoffs et encore plus d'un titre. 3 ans plus tard, les Grizzlies viennent d'arracher leur qualification pour la 8e place au play-in, tandis que le Thunder vient de signer une saison historique parmi l'élite absolue de l'histoire de la NBA. Ils sont là, en haut du classement, avec les Lakers de 72, les Bulls de 1996, les Warriors de 2017. Ja Morant a une cheville mal en point. Jalen Wells, leur rookie devenu titulaire et défenseur très important, ainsi que Brandon Clark, un des moteurs de cet effectif, sont en infirmerie. Jaren Jackson Jr. est une machine à faire des fautes, et sans lui sur le terrain, Memphis est à la peine. Desmond Bane est un excellent joueur, mais il ne pourra pas inverser la tendance seul dans ce duel, face à une équipe du Thunder quasiment intouchable, au moins sur les 2 premiers tours des playoffs, à mon avis, concernant le Thunder. Charles, est-ce que tu as une lueur d'espoir pour les Grizzlies? Pas vraiment, pas vraiment. D'abord, effectivement, c'est assez amusant de voir ces deux équipes se retrouver, alors que tu l'as dit, le parallèle sur ces dernières saisons, il est intéressant. C'est clair qu'il y a quelques années, on s'attendait plutôt à voir Memphis être un peu l'équipe capable de dominer la conférence Ouest, et finalement, on se rend Tout compte à que fait. c'est OKC qui en est là, et c'est pas un hasard. Écoute, non, je suis pas inquiet. Alors certes, aujourd'hui, le seeding à l'Ouest, il veut un peu tout et rien dire, dans le sens où Memphis est un 8e de conférence un peu en trompe-l'œil. Ils ont longtemps été dans le top 4. Il y a très peu d'écart entre eux et les Lakers qui sont 3e. Mais ils ont vraiment mal terminé la saison, avec notamment une série de 8 défaites en 10 matchs au mois de mars. C'est notamment ce qui les a poussés à se séparer de leur coach. Maintenant, tu l'as dit, il y a trop de problèmes physiques, et surtout, Ouais. OKC est une équipe qui est tout simplement trop dominante. Ils sortent d'une saison régulière où ils sont 3e meilleur rating offensif, meilleure défense, meilleur différentiel de points moyens de l'histoire de la ligue, en battant au passage un record vieux de 50 ans. J'arrive pas à imaginer un scénario où ils s'effondrent, pour être honnête, d'autant plus que voilà, l'infirmerie de Memphis est remplie. Ja Morant a une vraie fragilité au niveau de la cheville, même si ça s'est pas forcément vu cette nuit. Non, c'est sûr, ouais. Il l'a dit après que c'était douloureux. Ouais, ouais. Bah, il a serré les dents, et en plus, OKC a quand même l'expérience de la saison dernière. Où cette Hmm. saison, je les vois mieux armés, bien plus expérimentés. Ils ont plus de certitude, ils maîtrisent mieux leur sujet, ils maîtrisent mieux leur basket. Je vois pas comment ils pourraient se faire surprendre. Ils ont le personnel idéal pour contrer Ja Morant, pour Bah contrer ouais, Desmond Bane. Ils ont tout ce qu'il faut. Un des match-ups les plus intéressants, je trouve, de cette série, ça va être le match-up à l'intérieur. Memphis est une des équipes qui score le plus dans la raquette. Et le Thunder, c'est l'équipe qui défend le mieux dans la raquette, qui autorise le moins de points inscrits dans la peinture. Donc là-dessus, ça va être intéressant à voir. Dès qu'il y aura des problèmes de faute pour Jaren Jackson Jr., tu peux être sûr que le match il est plié. bien sûr. Donc Oui, et puis j'ai beaucoup de mal à voir la chose euh, se passer correctement. Ok, ici a quand même anticipé des joutes dans la raquette cet été. Le recrutement d'Artenstein, il est aussi là pour Bien ça. sûr. Donc ouais, non, moi j'ai juste hâte de voir cette équipe en playoff. Je suis assez surpris de voir que certains observateurs doutent encore de ce Thunder-là. Tu as rappelé en début de podcast que les deux premiers de leur conférence se retrouvent très rarement en finale. Moi, sur les deux premiers seeds de cette saison, c'est clair que si je dois miser sur une équipe pour être au rendez-vous des finales, c'est probablement sur OKC que je mettrais mes sous. Ouais. Donc voilà, moi je suis pas inquiet, je pense même que ça peut aller très vite. Moi dans mon prono, j'ai mis 4-0, surtout si la cheville de Ja Morant ne tient pas le coup. Je trouve que cette équipe d'OKC est trop impliquée, ces mecs-là ils sont en mission, et je les vois vraiment pas du tout prendre leurs adversaires à la légère. Donc voilà, en souhaitant évidemment que là encore personne se blesse, parce que ce serait dommage de voir les ambitions de Mm. cette équipe être impactées par des circonstances du genre. Pour moi ça va être assez rapide.
C'est des battants, les Grizzlies. Ça, tu peux pas leur enlever ça. Ça a C'est toujours sûr. été des battants. Ça a toujours été des gars qui, malgré les blessures, malgré les contre-coups, se sont toujours battus sur un parquet. Là, effectivement, je pense que l'adversaire en face est beaucoup trop. C'est trop. Ouais, c'est Ils trop. sont à un niveau historique, le Thunder, et c'est pas Memphis sur une jambe qui va réussir à les faire chuter. Et effectivement, moi, c'est pareil. J'ai hésité entre eux, leur donner un match ou pas. Et effectivement, dans mon pronostic, je suis parti sur un 4-0 pour OKC. Je vois même pas comment ils vont trembler une seconde face à cette équipe diminuée. S'il y avait eu tout le monde dans l'effectif de Memphis, pourquoi pas. Ouais. T'as bien fait de rappeler le fait que effectivement la différence entre eux 8e et les Lakers 3e, il n'y a pas énormément de victoires de Bon, il y a différence. 2 matchs, quoi. Oui, voilà, ouais. Tout ça s'est joué dans un mouchoir de dans un mouchoir de poche cette saison. Ça s'est joué sur ce mois de mars, quoi. Ce mois de mars sur lequel ils ont Exactement. eu tellement de difficultés. Donc voilà, sans compter, comme tu l'as très bien souligné également, le départ de Taylor Jenkins, le fait que cette équipe-là est en train de se refondre, doit repartir sur un nouveau pied. Et c'est pas encore cette saison que ça va bien se passer. J'espère que Memphis saura relever la tête au bout d'un moment parce que là, ça commence à traîner entre les suspensions, entre les blessures permanentes. T'as l'impression que cette équipe est vraiment joue de malchance, quoi. Mais parfois, c'est de la malchance qui est auto-infligée. Ouais, ouais. Je pense au cas de Ja Morant. Exactement. Donc, voilà. Là, OKC, eux, c'est propre. C'est la plus jeune équipe de la NBA. C'est un des immenses favoris. Si tu regardes tous les brackets, la plupart des brackets donnent le Thunder face à Boston en finale aujourd'hui. Ah, moi, je vois encore pas mal de brackets où je les vois se faire sortir, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, Après, bah... dans les brackets, dans toute la presse américaine, Thunder Boston, c'est quand même le truc qui revient systématiquement, quoi. Ouais, c'est vrai que ça revient beaucoup, mais je vois encore pas mal de... Par exemple, en cas de confrontation au KC contre éventuellement les Lakers en finale de conf, je vois pas mal de gens qui pensent à un upset possible. Moi, Ouais. pour le coup, je serais très clairement... enfin, je pense pas du tout qu'aujourd'hui, le KC soit touchable pour une équipe comme les Lakers, quoi. Oui, tout ça dépendra du parcours. Après, si Bien jamais sûr, c'était le cas, ça serait une finale de conf. Et Dieu sait qu'il sera passé énormément de choses entre temps. c'est clair. Donc, avec voilà, les potentielles blessures, une dynamique, on ne sait pas. La magie va peut-être opérer, Charlie, tu sais pas. Tout à fait. La, On la verra magie ça. de la NBA, en plus, il serait content d'avoir Lakers-Boston en finale, par exemple. Ouais, grave. Ouais, grave, tu m'étonnes. Le rêve humide d'Adam Silver. Ah, c'est clair. Ah, quoi? Allez, on enchaîne immédiatement. On va parler maintenant d'une série qui te touche personnellement. Je parle de la série qui va opposer les Lakers face aux Timberwolves. Et je fais partie, Charlie, de ceux qui pensent que à partir du moment où tu entoures Luka Doncic de joueurs compétents, ton équipe devient instantanément un des favoris pour aller au bout. Ce joueur est un tel phénomène pour les défenses adverses et les Wolves en ont fait l'amère expérience la saison passée. C'est ça qui est assez dingue. Et oui. Il m'est difficile d'imaginer les Lakers s'incliner avec LeBron James et Austin Reeves à ses côtés. L'an dernier, Minnesota avait pour habitude de dominer les 3 premiers quarts-temps quasiment à chaque rencontre face à Dallas pour mieux s'incliner finalement dans le Money Time. Les Timberwolves ont remplacé depuis Karl Anthony Towns par Julius Randle, un joueur qui a la fâcheuse habitude de voir sa production piquer du nez en play-off. Son pourcentage de réussite au tir en play-off, Charlie, je te le donne en mille, en carrière, hein, c'est 34% au tir, dont 28% à 3 points. Voilà. Ah bah là, tu prêches On la va, convertie, hein. on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure probablement. On sait qu'aucun joueur des Wolves ne parvient parfaitement à défendre face à Luka Doncic. Ça, on l'a appris l'an dernier. Il n'y a pas vraiment eu de changement d'effectif du côté de Minnesota qui permet de se dire ça va changer les choses et ça va être complètement différent. Les Wolves vont devoir prouver qu'ils sont capables de garder la tête froide en fin de match et de dominer le jeu intérieur, un de leurs principaux avantages face aux Lakers. Charles, quel est ton regard global sur ce duel? Bah, d'abord, je pense que la grande question de cette série, évidemment, c'est la taille. On sait tous que depuis l'arrivée de Luka Doncic, les Lakers, c'est une équipe qui joue small ball, ça joue assez petit. Il y a qu'un seul vrai intérieur de métier qui soit complètement dans la rotation, c'est Jackson Hayes. En face, il y a du monde dans la raquette, hein, Gobert, Randle, Naz Reid,
et d'autres. Gobert qui d'ailleurs fait une sacrée fin de saison. Moi, je suis pas très inquiet. J'ai beau adorer Rudy Gobert, franchement, je crains un peu que sa présence sur le parquet euh, risque même sur certaines séquences d'être un problème en fait pour son équipe et notamment sur les fins de match. Moi, si je suis Chris Finch aujourd'hui, je suis pas sûr de mettre Gobert sur le parquet pour terminer les rencontres. Donc écoute, j'ai hâte de voir Luka Doncic en playoff. Évidemment, c'est un monstre en playoff. À chaque fois qu'il y a mis les pieds, il y a été phénoménal. Même sur une jambe, même diminué physiquement, il a toujours dominé. La saison dernière, tu l'as dit, il s'est déjà retrouvé face à cette équipe des Wolves. Le résultat, c'est 32 points, quasiment 10 rebonds, 8 passes, 43% à 3 points. C'est assez impressionnant. Bon, j'ai lu des gens dire que c'était pas un bon tirage pour les Lakers à cause de la taille et du côté athlétique des Wolves. Moi, honnêtement, je, je pense presque l'inverse en fait. Je pense que quand les Wolves ont vu le tirage, Rudy Gobert s'est dit oh non, il y a un peu eu des PTSD de Luka Doncic. Bon, on va voir. J'ai très hâte. J'ai très hâte de voir le coaching de JJ Redick en playoffs, ses adaptations d'un match à l'autre. Il a fait une première saison qui est remarquable, mais le véritable juge de paix, c'est les playoffs. C'est là qu'on juge de la grandeur d'un coach, de sa capacité à s'adapter. Sur cette série, il y a des vrais choix tactiques à faire pour les deux coachs, et je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Même à l'époque où il était analyste, où il tenait son podcast, on a toujours mis en valeur sa capacité d'analyse, sa réflexion sur les matchs, sur le jeu. Je pense qu'il aura la capacité de trouver les bons ajustements. Et ouais, voilà, j'avoue que je suis assez confiant. Oui, complètement. Le coaching, effectivement, va être très important et les décisions de chaque coach vont être capitales tout au long de cette série. La rapidité d'ajustement, et d'ailleurs, toutes les séries dont on va parler, ça va être ça Ah, ça va être un point qui va, central. qui va être voilà, au centre de la bataille stratégique entre toutes ces équipes. Concernant les Wolves, moi, la question que je me pose principalement, c'est effectivement quelle couverture ils vont utiliser sur les pick and roll. L'an dernier, face à Dallas, Rudy Gobert avait été mis en position de 2 contre 1, en tentant toujours de contenir Luka Doncic dans ses pénétrations. Donc, il était en drop à chaque fois. Donc, il reculait face à Luka Doncic. Il devait également anticiper les passes lobées à Daniel Gafford, notamment. Et ça n'a pas vraiment marché, on l'a bien vu. Et ça a été un des principaux points d'attaque de Dallas face à Minnesota. Là, aujourd'hui, je me demande si Minnesota va pas essayer de faire comme Boston, c'est-à-dire de mettre Jaden McDaniels sur le poseur d'écran, en l'occurrence potentiellement Jackson Hayes. Après, JJ Redick peut utiliser n'importe qui, selon le match-up qui va être le plus favorable, pour justement pouvoir switcher les écrans, même si Jaden McDaniels a montré ses limites face à Luka Doncic, qui est beaucoup plus massif que lui. On a bien vu qu'il se fait bouger. Il est long, Jaden McDaniels, c'est très bien, mais il n'est pas assez costaud. C'est un mec comme Ludort qu'il faut pour défendre correctement face à un mec comme Luka Doncic. Jaden McDaniels, malgré l'excellent défenseur qu'il soit, je veux dire en règle générale, voilà, on a bien vu l'an dernier face à Dallas que c'était pas exactement ça, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que Chris Finch va faire, s'il va utiliser Rudy Gobert, grosso modo, comme en libéraux, un deuxième rideau défensif, mais avec la pression de le laisser potentiellement sur Rui Hachimura ou Dorian Finney-Smith ouvert sur les corners. Donc voilà. Je me dis, JJ Redick, il peut s'inspirer de ce que les Clippers avaient fait contre le Jazz. C'était en quelle année? C'était en 2021 ou 2022, où ils avaient fait un small ball total contre le Jazz. Et ça avait totalement joué contre la défense d'Utah et contre Rudy Gobert, qui avait beaucoup trop de terrain à couvrir pour refaire son retard en venant en aide défensive. Et dernière chose concernant Minnesota, ça va être également le fait que Mike Conley, je pense, va être sacrément visé par l'attaque des Lakers. Il est probablement pas capable de défendre sur Luka Doncic, enfin du moins pas comme il faut. Si c'est LeBron James qui fait tourner la machine à écran pour avoir le mismatch, ça va être pareil. Donc les Lakers ont moyen vraiment de torturer les Wolves sur le jeu en pick and roll en allant chercher les match-ups les plus favorables. Et j'ai hâte de voir comment Chris Finch va décider de lancer ses premières couvertures défensives. Et deuxième chose, j'ai hâte de voir, notamment dans le crunch time, dans le money time, qui il va mettre sur le terrain
quel va être son meilleur 5 pour essayer de contrer les Lakers. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et c'est évidemment pour ça que le coaching va avoir une importance cruciale, et surtout que, enfin, je veux dire, côté Lakers, il y a quand même des mecs autour de LeBron et Luka Doncic qui sont capables de sanctionner à 3 points, même si tous ne sont pas des snipers. T'as des Reeves, des Kenneck, des Vincent, des Hachimura, des Finney-Smith, tous ces mecs-là sont capables de mettre dedans. Donc ouais, en fait, je trouve que cette équipe des Wolves, c'est aussi un bon test pour les ambitions des Lakers, parce que ceux qui ne croient pas en un run de cette équipe mettent en avant notamment le déficit de taille, mais pas que, il y a aussi l'aspect athlétique qui est parfois remis en question, et là aussi, c'est un très bon test. Donc oui, voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, et je pense que, enfin voilà, je suis assez confiant, et je dois ajouter que, pour moi, les Wolves, ils se sont affaiblis par rapport à la saison dernière. Je veux dire, je veux pas. Enfin, on est toujours dans l'attente de voir Julius Randle faire une belle campagne de playoff. Jusqu'à présent, on a toujours été déçus de sa production. Tu l'as dit, ses choix également dans les séries qu'il a jouées ont rarement été bons. Il a un rôle qui est important à jouer Sa dans cette mentalité série. aussi. Ouais, Sa sa mentalité. mentalité. Il a une mentalité déplorable. Quand ça va pas dans son sens, il baisse les bras rapidement. Ouais, mais ses choix offensifs vont être importants, parce que Mmh. il y a un gros avantage athlétique pour les Wolves dans cette série, et ils doivent absolument en profiter. Il faut aller attaquer la raquette. Si Julius Randle se met à jouer à mi-distance pendant toute la série, c'est même pas la peine d'y penser, en fait. Il faut absolument que les Wolves jouent sur les faiblesses des Lakers. Il faut que leur attaque prenne ce que leur donne la défense des Lakers. Et si on se retrouve dans une configuration où l'attaque des Wolves repose uniquement sur Anthony Edwards et Julius Randle, déjà ça ne suffira pas. Et en plus, les choix que feront ces deux joueurs-là seront cruciaux. Et moi, je suis désolé, mais vraiment, en la matière, Randle m'a jamais convaincu en playoff. C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, je pense qu'Anthony Edwards est un joueur qui continue sa progression. Je ne sais pas si on réalise bien la saison qu'il vient de nous faire. Anthony Edwards est le joueur qui a pris et inscrit le plus de paniers à 3 points cette saison, devant Stephen Curry. Ce qui est assez fou. Il a planté 323 points. Il est devant Malik Beasley, qui est à 319, je crois, et Stephen Curry, qui est troisième dans le nombre de 3 points inscrits. Il est à 10,3 tentatives par match. Alors ça, pour les tentatives par match, c'est Stephen Curry qui reste numéro 1. Mais Anthony Edwards est juste derrière lui. Il est à plus de 39,5 de réussite à 3 points. Je sais pas si on réalise bien ce que ça veut dire. L'incroyable pari qu'a fait Anthony Edwards cette saison de devenir un shooter à 3 points avec du gros volume, avec un pourcentage de réussite élite, et toujours ses capacités athlétiques en pénétration, ses capacités athlétiques en défense. Je me demande même si c'est pas peut-être le meilleur profil pour défendre sur Luka Doncic. Et je pense que JJ Redick essaiera d'éviter absolument ce match-up le plus possible. Donc, Anthony Edwards, j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse nous sortir une série vraiment exemplaire, voire spectaculaire, voire historique. Bah, Clairement. d'autant qu'il a prouvé la saison dernière en playoff qu'il était tout à fait capable de mettre dedans en playoff aussi. Je veux dire, Tout à fait. il est pas du tout de ces joueurs qui disparaissent dans ces moments-là. Au contraire, la saison dernière, je crois qu'il est autour des 40% à 3 points, avec un volume supérieur à celui qu'il avait pris en saison régulière. Donc ouais, non, je suis d'accord. C'est lui qui va avoir la clé, mais si l'attaque de cette équipe ne dépend que d'Anthony Edwards, ça ne suffira pas. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire justement. C'est que Anthony Edwards tout seul ne pourra rien, comme n'importe quel joueur, comme n'importe quelle équipe NBA. Tu ne peux rien si tu n'as pas un minimum de force vive autour de toi qui participe à l'effort, quoi. Et, euh, et alors, avoir Dante DiVincenzo, c'est très bien. Nasrid, je pense qu'il va être extrêmement précieux Bien dans sûr. cette configuration. Nickel Alexander-Walker, on sait à quoi s'en tenir aujourd'hui, c'est très bien. Mais c'est vrai que Julius Randle, aujourd'hui, a une grosse responsabilité. C'est probablement lui qui va prendre la couverture défensive sur LeBron James. C'est un duel qui paraît quand même assez peu à l'avantage des Wolves, c'est le moins qu'on puisse dire, même si LeBron a 40 ans, même si LeBron, si tu regardes ses stats, elles sont un peu moins clinquantes, bien évidemment. Enfin, je veux dire, le gars est dans sa 22e saison. Heureusement, il est encore à peu près humain. Ouais, mais il a Mais, encore des stats qui feraient rêver 90% des joueurs de la ligue. Hein. mais voilà, et je pense que Julius Randle a une tâche devant lui qui paraît colossale et sûrement aujourd'hui, de mon point de vue, trop dur à relever. Enfin, je vois pas comment il va réussir
à, à impacter le jeu comme il le devrait pour offrir à Anthony Edwards le second couteau qui est nécessaire aux Timberwolves pour s'imposer dans ce duel. Et j'ai peur de le voir retourner dans ses travers au tir. J'ai peur qu'il perde rapidement pied et que mentalement il perde pied en fait. C'est surtout l'aspect mental où je doute beaucoup de Julius Randle. Et j'ai hâte de voir ça. Et pourtant, Chris Finch, je pense vraiment qu'il y a des choses à aller chercher côté des Lakers. Il y a un certain manque de flexibilité dans l'effectif. Ils ont une couverture défensive qui est quand même hyper exigeante en termes de précision. C'est-à-dire que la moindre erreur dans les rotations défensives des Lakers, ça va être des points pas si compliqués que ça, accessibles pour les Wolves s'ils savent bien lire le jeu. Je pense qu'il y a vraiment des choses à aller exploiter du côté de Chris Finch. Maintenant, si Julius Randle n'arrive pas à apporter un peu de création au tir, n'est pas un tant soit peu efficace dans son attaque, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Autre point également que j'ai noté dans mes notes concernant les Wolves, le truc qui me fait extrêmement peur, je sais pas si tu te souviens de ce match contre Milwaukee où je sais plus combien de points d'avance ils avaient, et à un moment de Rivers nous sort une défense de zone, et les Wolves ne savaient absolument pas attaquer cette zone. C'était absolument abominable. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible? Je veux dire, JJ Redick, tu peux être sûr qu'il a fait le scouting nécessaire et qu'ils ont l'information, et tu peux être certain qu'il va te sortir une défense de zone. D'ailleurs, la défense de zone fait partie du book des Lakers défensifs. Donc, bien sûr, oui, ça fait partie de la donc, en fait, il y a quand même énormément de points sensibles côté Wolves où j'ai des doutes. Où j'ai des doutes sur leur capacité à s'en sortir dans ce duel qui, au premier abord, je me dis, quand j'ai attaqué cette série, je me suis dit, les Wolves, il y a trop de capacité athlétique, il y a trop d'énergie, il y a trop de jeunesse. Les Lakers, c'est pas encore assez bien bâti, il y a trop d'inconnus. Et au fur et à mesure, j'ai eu des gros doutes, quoi. Très sincèrement. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et puis en plus, ce qui est assez pas terrible, mais c'est clair que quand on va juger Randle, on va forcément avoir dans un coin de la tête les playoffs de la saison dernière de Karl Anthony Towns, parce que c'est lui qui vient remplacer. Et c'est vrai que Towns, la saison dernière, il a montré à quel point il pouvait être précieux en playoffs. Alors pourtant qu'on avait des doutes, défensivement, il avait progressé, il a vraiment été un joueur important dans cette campagne. Donc ouais, j'avoue que je suis pas alors sans voir j'estime pas que le résultat est déjà plié, mais c'est vrai que moi en tant que fan des Lakers, je suis assez confiant sur cette match-up. J'ai lu des gens dire que les Wolves étaient pas un bon tirage pour les Lakers. Moi je pense que les Lakers sont un mauvais tirage pour les Wolves. Je pense que ça va être un duel extrêmement compétitif. Depuis le 1er mars, Minnesota, c'est la deuxième attaque de la ligue, c'est la 7e meilleure défense. Et si tu regardes toutes les statistiques concernant toutes les statistiques avancées, les Wolves, ils sont tout en haut dans le net rating, ils sont 5e de la ligue sur la période depuis le All-Star Game. Donc, il faut qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas en train de prendre les Wolves à la légère dans ce duel. Et je pense très sincèrement, si Julius Randle arrive à être correct, ne serait-ce que correct dans ce duel et en playoff, c'est-à-dire qu'il ne soit pas l'espèce de purge pas possible qu'il a été quand il était en playoff avec les Knicks, où là, si c'est le cas, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais je pense que les Wolves ont vraiment une carte à jouer si ils arrivent à être, avec leur profondeur de banc, avec ce qu'ils nous ont démontré dans cette fin de saison, où ils arrivent vraiment avec un très bel élan, les Wolves, dans ces playoffs. Le problème que j'ai avec les Wolves, en vérité, c'est surtout leur capacité à terminer les rencontres. Ouais, à faire Et les j'ai constats, l'impression qu'on va avoir... Enfin, j'ai peur pour Minnesota qu'on tombe sur la même histoire que l'an dernier face à Dallas. À savoir, ils vont dominer une bonne partie de la rencontre, mais sans jamais arriver à se dépatouiller des Lakers qui vont rester au contact. D'ailleurs, si jamais tu essaies de cacher Mike Conley sur Austin Reeves, bon courage avec ça. Austin Reeves, il va l'éviscérer, c'est sûr et certain.
c'est ça dont j'ai peur en fait. Et est-ce que Anthony Edwards, qui est encore assez prompt à faire des erreurs de jugement et dans les moments clutch, pas faire les bonnes passes, à pas faire les bonnes lectures, à pas prendre les bons tirs, à vouloir un peu faire du hero ball quand il fallait pas le faire justement. Et tu vois bien, hein, Anthony Edwards, quand il parle depuis le début de la saison, cette série face à Dallas, cette défaite face à Dallas en finale de conférence lui restait en travers de la gorge. Ouais, c'est clair. Il y a tout à fait un monde où Anthony Edwards a appris la leçon et va répondre. Et va passer la barrière. Mais aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, là, à l'attaque de cette série, LeBron James, enfin, le basketball IQ de LeBron James et Luka Doncic réunis me semble être une marche trop haute à passer pour Minnesota au premier tour. Et c'est pour ça que, dans mon pronostic, j'annonce les Lakers en 7. En 7, ok. Ouais. Écoute, moi j'ai mis 4-2. Et pour les Lakers. Ouais, bien sûr, oui, pardon, j'aurais dû préciser. Non, mais... en fait, j'ai très hâte de voir Luka Doncic. Je pense que Doncic, il va attaquer cette campagne de playoff avec le couteau entre les dents, avec tout ce qui a entouré le trade, toutes les déclarations qu'on a eues, les bruits de couloir sur son hygiène de travail, sa capacité à dominer dans les années qui viennent. Tout ça, ça a dû bien le gaver. Il a rien dit. Mais ouais, je pense qu'il est vraiment capable de nous pondre une espèce de masterclass de plus sur ses playoffs. Faut pas oublier qu'en plus la saison dernière, il était quand même pas au top physiquement sur ses playoffs et malgré ça, il a été extraordinaire. Donc ouais, moi j'ai mis 4-2 et franchement j'y crois assez. Et écoute, si Julius Randle nous donne tort, je vais te dire un truc, c'est tant mieux. Il a 30 ans, Tout à fait. C'est l'année où il doit nous montrer qu'il a mûri, qu'il a évolué et qu'il est capable de devenir un joueur fiable en playoff, ce qu'il n'a encore jamais été. Les certitudes d'hier sont les bad takes de demain. Bien sûr. Et puis, il faut pas oublier il a un historique avec les Lakers. Hein. C'est dans cette franchise qu'il a été drafté. Il y a joué ses 4 ou 5 premières saisons. C'est le moment de montrer qu'il n'est plus le même joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut pas faire pire que ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est certain. Oula. Il a été tellement... Non, mais attends. Sa campagne de playoff avec les Knicks, c'était absolument... J'avais les yeux qui saignaient, quoi. C'était absolument atroce. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais... C'était même gênant. J'étais gêné devant ma télé, quoi. Il était toujours à pleurnicher. Il était pas content. Il faisait que des mauvaises décisions. C'était vraiment atroce, quoi. Donc j'espère bien pour lui que effectivement ça soit que lui aussi qu'il suive sa progression, qu'il suive son évolution et que il arrive à se sentir plus confortable dans ce contexte-là, quoi. Mais face aux Lakers, ça me semble compliqué. Maintenant, c'est un bon défi. T'es face à LeBron James, t'es face à un mec qui est considéré comme le GOAT par certains, ou au pire deuxième meilleur joueur de l'histoire de la ligue. Donc c'est un moment dont tu te souviendras toute ta carrière, quoi. Ouais. C'est un moment, marquant de ta carrière plus que jamais. Non, et même d'un point de vue contractuel, il a quand même tout intérêt à faire des beaux playoffs, hein, parce que là, il a une player option, je crois, pour la saison. Ouais, c'est ça, il a une player option à 30 millions pour la saison prochaine. Faire une belle campagne de playoffs maintenant, ça aurait un fort impact. Yes. On va parler des Clippers et des Nuggets, la série qui va retenir mon attention. Ce sera forcément celle-ci, tu t'en doutes. Toi et moi, nous avions parlé des Clippers dans l'épisode du Nouvel An. On avait souligné la saison courageuse des Clippers, l'attitude exemplaire de James Harden qui a porté cette équipe sur la première partie de la saison, avec l'aide précieuse de Norman Powell, qui joue probablement le meilleur basket de sa carrière, sur le tard, la trentaine. C'est assez rare pour le souligner, c'est pas tout le temps le cas. Et Ivica Zubac, qui lui aussi est en pleine maîtrise de ses moyens, c'est un des piliers défensifs de la saison. Un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, hein, très clairement. Tout à fait. Et son jeu à deux avec Harden qui ne cesse de progresser au point de devenir une des armes offensives les plus redoutables de la NBA, rien que ça. D'ailleurs, il faut saluer ça parce que alors, depuis que James Harden est arrivé aux Clippers, lui et Zubac n'ont pas arrêté de bosser ce pick and roll. Et c'est autant le témoin de James Harden, de son professionnalisme, et Dieu sait que j'ai pu le remettre en cause, son professionnalisme. On a tous remis en cause ce professionnalisme parce qu'il nous a donné des munitions pour le questionner. Mais quand James Harden, quand ça va bien dans son basket, quand ça va bien dans sa tête, c'est un joueur hallucinant.
il est d'une intelligence redoutable. Et lui et Zubac, leur duo, clairement, c'est un des trucs, un des meilleurs one-two punch de la NBA. Ouais, ouais. On avait suggéré aux fans des Clippers d'allumer un cierge ou de mettre une pièce dans le puits à souhait dans l'espoir de voir Kawhi Leonard revenir en forme en cours de saison, idéalement pour les playoffs, c'est ça que tu avais dit. Bonne nouvelle, Charlie, le vœu a été exaucé depuis son retour dans l'effectif en janvier. Alors, il y a eu quelques matchs d'ajustement nécessaires, mais Kawhi Leonard a retrouvé ses sensations au point de redevenir le joueur ultra dominant que nous avions connu. Offensivement, défensivement, et pour les Clippers, sa présence fait toute la différence. Depuis février, où il a commencé à dépasser les 30 minutes par match, Kawhi Leonard a permis aux Clippers de se hisser parmi les meilleures équipes de la NBA, avec la 4e meilleure attaque, la 7e meilleure défense de la Ligue depuis le All-Star Game. Le trio Harden, Kawhi, Norman Powell affiche un différentiel de points de plus 16,5 toutes les 100 possessions sur les 37 dernières rencontres, avec un bilan de 26 victoires et 11 défaites, ce qui correspond à une saison en 58 victoires. Ils ont remporté 18 de leurs 21 matchs. Ils arrivent en play-off chaud, bouillant, et les favoris dans de nombreux brackets. De l'autre côté, tu as Denver avec David Hanelman qui a coaché 3 rencontres, le fils du propriétaire Josh Kroenke qui est le général manager par intérim. Ils ont échappé de peu à une participation au play-in dans les derniers instants de la saison régulière. Comme d'habitude, le doute plane sur la santé de Jamal Murray, sans qui tous les espoirs de remporter cette série seraient réduits à néant s'il était blessé ou mal en point ou ralenti ou sur une jambe. Nikola Jokic est l'auteur d'une saison historique et va une nouvelle fois devoir porter cette équipe sur ses larges épaules. Pas sûr que ce soit suffisant. Charlie, quel est ton sentiment général sur cette confrontation ? Bon, que déjà on peut avoir une série incroyable, franchement c'est incroyable comme affiche. Avant toute chose, évidemment, je croise les doigts, je fais toutes les prières possibles à tous les dieux qu'on puisse imaginer pour qu'on ait 2 équipes préservées des blessures. Oui, voilà, c'est ça. Évidemment, les 2 auxquels on pense le plus, bah, tu l'as dit, c'est Kawhi et Murray, mais dans l'ensemble, moi je veux vraiment voir 2 équipes au complet, et si c'est le cas, on peut vraiment avoir une série incroyable. Écoute, voilà, tu l'as dit, depuis le All-Star Game, les Clippers ne font pas que défendre très bien sur ce segment de la saison. C'est la 4e meilleure attaque de la ligue, devant Denver, qui pourtant est une référence au global sur la saison en ce qui concerne l'attaque. Bon, les dynamiques des 2 équipes sont clairement pas les mêmes. Hein, tu l'as dit, sur les 20 derniers matchs de la saison, les Clippers n'en perdent que 3. Parmi ces 3 défaites, il y a le Thunder et les Cavs, donc autant dire pas vraiment des petites équipes. Les 2 premiers de chaque conférence. Voilà, en face, Denver, la fin de saison, bah, c'est plutôt la soupe à la grimace, en fait. Si Jokic est toujours aussi dominant, collectivement, ça bafouille un peu. Le coach et le general manager ont été virés 10 jours avant le début des playoffs. Sur la fin de saison, ils ont une défense qui galère vraiment. Depuis l'All-Star Game, je crois qu'ils sont parmi les 7 ou 8 pires défenses de la ligue. Bref, c'est des dynamiques qui sont très différentes. Alors, dans les discussions qu'il y a eu après le limogeage de Malone, on a quand même bien compris qu'en interne, c'était très compliqué. On a entendu parler de passe droit pour Westbrook, de tout autour du coaching, des rotations. Enfin, on a eu vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de guéguerre des camps qui était larvée, qui était un peu dormante dans ce vestiaire. Je continue à penser que le timing est merdique, mais peut-être que l'équipe avait besoin de ça pour surmonter certaines tensions dans le vestiaire, tu vois, pour un peu... pour libérer les têtes. Alors, je crois toujours pas à la thèse de l'électrochoc qui permettrait à Denver de redevenir un contender au titre, parce que moi, je persiste à penser que l'effectif n'est pas taillé pour le titre. Mais écoute, peut-être qu'ils ont réussi à assainir le vestiaire et que ça leur permet d'aborder ces playoffs l'esprit un peu plus libre. Mais c'est vrai que, ouais, moi, je trouve que ces Clippers sont extrêmement impressionnants sur la fin de saison. Évidemment, le retour en grande forme de Kawhi joue, mais tu l'as dit, Zubac est remarquable. Dunn est impressionnant, Harden joue sa partition avec beaucoup de justesse, Tyronn Lue, dont quasiment personne ne parle jamais, gère extrêmement bien ses rotations comme il l'a toujours fait depuis son arrivée au sein de la franchise. J'ai vraiment hâte que ça commence, j'ai vraiment hâte de voir Zubac sur cette série parce que je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu offensivement. Alors je sais bien que Jokic n'est pas du tout le plot défensif que certains imaginent, mais il va quand même devoir sacrément taffer là. J'ai trop hâte, hein. Franchement, cette série, j'ai trop hâte. Zubac est un des rares pivots en NBA qui défend extrêmement bien et qui est capable de défendre en 1 contre 1 contre Nikola Jokic. C'est l'un des joueurs qui le défend le mieux.
Ah, mais si je devais choisir un pivot pour défendre sur Jokic sur une série, je sais pas si je prendrais Zubac immédiatement, mais en tout cas, il serait parmi les noms. Et ce depuis plusieurs saisons. Donc l'évolution de Zubac est incroyable. Ouais. Si tu regardes un petit peu son évolution depuis sur les 2-3 dernières années, c'est affolant. Les progrès qu'il a fait d'un point de vue individuel, il fait pas beaucoup de fautes. Il est incroyable défensivement au niveau du cercle. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, ni plus ni moins. Et il le fait extrêmement bien. Il est extrêmement efficace. Les Clippers sont armés pour se dresser face aux Nuggets. Ils ont tout ce qu'il faut. Et si Kawhi Leonard, si son genou tient, si ses articulations tiennent, si sa santé tient, ça va être très très difficile pour les Nuggets de s'en sortir face à cette équipe. Tu parles également de Tyronn Lue. On sait très bien, on sait tous aujourd'hui. Alors Tyronn Lue, tu sais qu'on s'est payé sa tête à l'époque de Cleveland où on disait c'est LeBron James qui coach et Tyronn Lue il sert à rien. Eh ben non en fait, pas du tout. Tyronn Lue c'est un des meilleurs coachs de cette ligue, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, il est également bien entouré. Ils ont rameuté Jeff Van Gundy pour gérer la défense des Clippers. Et moi, je pense que c'est une des capacités de cette équipe qui m'impressionne le plus, c'est leur solidité défensive. Même sans Kawhi, déjà, toi et moi, je sais pas si tu te souviens, mais en off, on en avait beaucoup parlé en se disant, mais les Clippers, ils sont dans la course au playoff, alors personne les mettait là, très clairement. Et ils ont été là en permanence, toujours. Et c'est le témoignage du travail effectué par le coaching staff, du travail du front office pour réajuster toujours avec des transferts, faire recruter des gens. Je veux dire, la venue de Chris Dunn et d'Eric Jones Jr. sont déterminantes dans l'excellente saison que font les Clippers également. Eric Jones Jr. est un joueur excessivement important et dans cette série-là, elle va être excessivement importante. Et je pense que effectivement, les Clippers là sont parfaitement outillés si les choses restent en l'état pour battre cette équipe des Nuggets. Les Nuggets, écoute, j'ai regardé partout pour essayer de voir des signes qui me diraient attends, mais s'ils regardent, pourquoi pas, mais tout ça en essayant de me convaincre qu'il y avait une possibilité que ça passe. Mais depuis l'All-Star Game, cette équipe n'a pas du tout le pédigré défensif. Ah non. Ils se font avoir sur toutes les stats défensives importantes. Ils encaissent des points sur les ballons perdus et ils perdent des ballons. Ils encaissent des points sur les rebonds offensifs. Ils encaissent des points sur les contre-attaques. Ils encaissent des points dans la raquette parce qu'ils n'arrivent pas à défendre correctement dans la raquette. Et pour le coup, Nikola Jokic n'est pas bon dans la défense du cercle, là c'est sûr. Et pour toutes ces raisons, si défensivement t'es pas à un certain niveau, tes chances en play-off, ta durée de vie en play-off est limitée. Et quand bien même les Nuggets arriveraient à passer cet obstacle Clippers, je vois même pas comment ils survivraient. Le seul petit rayon de soleil que je verrais, si ce n'est voilà que Aaron Gordon, je sais pas si on se souvient, mais Aaron Gordon quand Tim Connelly à l'époque qui est general manager le fait venir en 2021, c'est justement pour l'éventualité de défendre Kawhi Leonard et LeBron James en playoff. Aaron Gordon est recruté exactement pour ça, exactement pour donner les armes à Denver pour défendre ces espèces de d'ailiers surpuissants où si t'as pas un joueur qui est capable de matcher physiquement avec eux, tu te fais rouler dessus quoi. Et c'est pas Michael Porter Jr. qui va réussir à défendre sur Kawhi Leonard. Ça, c'est sûr. Si Kawhi Leonard a Michael Porter Jr. sur son dos, tu peux être sûr qu'il va immédiatement l'emmener au poste. Hop, il va lui montrer son dos. Il va attaquer immédiatement le mismatch. C'est sûr et certain. D'ailleurs, Michael Porter Jr., pareil, j'espère vraiment qu'il va pas se croûter comme face aux Wolves l'année dernière. On verra bien parce qu'il est très limité défensivement et si Michael Porter Jr. ne met pas ses titres, c'est mort, c'est absolument mort et ils ont absolument besoin que Michael Porter Jr. ce soit un énorme joueur offensif dans cette série. Sauf que les Clippers ont parfaitement le personnel défensif pour lui rendre la vie impossible sur le parquet.
Je terminerai sur Jamal Murray, qui pour moi est l'ultime facteur X côté Nuggets. Pourquoi ? Parce que depuis le début de sa carrière, c'est un joueur qui a su élever son niveau de jeu en play-off largement au-delà de sa production en saison régulière. Et quand je dis largement, c'est-à-dire que c'est au point où c'est une anomalie statistique. Si vous regardez un graphique sur les joueurs qui sont capables, enfin sur les joueurs où tu as une comparaison entre leur production régulière et leur production en play-off, Jamal Murray, il est tout en haut à droite. C'est une anomalie statistique, ce gars. Sauf que il l'a fait dans la bulle en 2020. Il était blessé en 2021, il était blessé en 2022, il l'a fait à nouveau en 2023. L'an dernier, il était blessé jusqu'au janvier. Ça a ralenti sa production face aux Wolves. Il était incapable de créer le décalage nécessaire pour se défaire de ses défenseurs. Là, il termine la saison. On ne sait pas trop. Il était blessé, pas blessé. Il est revenu. Est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce qu'il joue sur sa blessure ? On n'en sait pas. On n'en sait pas plus que ça. Si il est un tant soit peu freiné, c'est mort. C'est absolument mort. Il va avoir Chris Dunn sur le dos. Il va avoir Derrick Jones Jr. sur le dos. Derrick Jones Jr., c'est le joueur parfait pour défendre sur lui, qui est long, rapide, avec énormément de détente. Ils peuvent mettre Kawhi également en aide défensive. Sans Jamal Murray, qui devient Jamal de 2023, je vois même pas comment Denver se sort de cette série. Si aucune blessure n'intervient côté Clippers. Bien sûr, oui, non, mais de toute façon, là, on se projette sur une série sans blessure, parce qu'on va pas commencer à imaginer des scénarios, mais oui, non, je suis d'accord avec toi, là, je trouve que les Clippers ont trop d'armes pour répliquer aux quelques points forts de ces Nuggets. En fait, si Jokic n'était pas sur une saison all-time, je pense que cette série, elle serait extrêmement facile à pronostiquer en réalité. Aujourd'hui, tu vois, on est là à prendre des gants parce qu'il y a le Jokic actuel, quoi, et parce que éventuellement on sait que Jamal Murray peut enclencher le mode playoff. Mais moi, je vois pas comment Denver va pouvoir tenir l'attaque des Clippers sur ce qu'il nous montre cette saison. Harden à la distribution, il va se régaler entre Zubac, les cuts de ses ailiers. Enfin, mais James Harden est un joueur. C'est l'enfer pour la défense de Denver. Parce que avec la défense en edge de Jokic, c'est quoi la défense en edge ? C'est quand Jokic est emmené dans le pick and roll et Jokic va dépasser son joueur pour se présenter devant le porteur du ballon en attendant que le défenseur du porteur de ballon vienne, récupère sa position et que Jokic, derrière, puisse retourner, redescendre dans sa défense. Et les trois autres joueurs qui ne sont pas impliqués directement dans le pick and roll, eux, sont censés faire une rotation pour permettre à Jokic d'avoir la plus courte rotation possible à faire pour éviter justement qu'il y ait un joueur qui soit totalement libéré, notamment sur les corners. Donc la couverture en edge sur les pick and roll, c'est ce qu'aime faire Denver pour essayer de protéger Jokic, parce que Jokic en drop, c'est pas du tout bien. Le drop, donc c'est quand tu as un pick and roll et que le pivot décide de reculer face à l'attaquant pour l'empêcher de pénétrer et le pousser éventuellement soit à prendre le tir à mi-distance, soit de faire un step back à 3 points, en espérant que le joueur, que son défenseur que son premier défenseur arrive à refaire l'écart dans les temps. Et pour Denver, un mec comme James Harden, c'est l'enfer absolu. C'est l'enfer absolu. Et lui et Kawhi, mais avec ces deux joueurs-là, c'est la chambre des tortures pour Denver. Ouais, non, mais tout à fait, hein, tout à fait. Écoute, moi j'ai mis Clippers en 6 et honnêtement, en fait, j'espère presque me tromper, et pas du tout parce que j'aime pas les Clippers, au contraire, mais parce que je trouve que Nikola Jokic, il mérite tellement mieux. Enfin, vraiment, tu vois, ça me ferait mal au cœur que sa saison se termine comme ça, mais ouais, écoute, ouais, pour moi, les Clippers ont trop d'atouts qui répondent, enfin, qui collent trop aux faiblesses de Denver. Et après, voilà, s'il y a bien un moment pour que Murray, Porter, Junior, Christian Brown montrent qu'ils peuvent être de vrais lieutenants pour Jokic, c'est maintenant, les gars, hein, parce que vu la situation à Denver, il y a potentiellement des changements importants qui peuvent avoir lieu dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est le moment de montrer des choses, mais j'y crois pas vraiment. Oui. Je comprends tout à fait. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. On n'a même pas parlé de Russell Westbrook. Je pense qu'il faut absolument que David Adelman limite son temps de jeu
à quelques pointes d'énergie quand l'équipe en a besoin, mais Jalen Pickett doit être absolument le joueur préféré en sortie de banc à mon sens, bien que son expérience est quasiment nulle en playoff. Ça va jouer aussi contre Denver. Alors Westbrook peut apporter un coup de boost. Il y a eu des configurations d'effectifs qui ont montré que il était capable d'être efficace à un certain point, entouré de tel et tel joueur. Enfin, je veux dire, là, tu commences à rentrer dans des configurations hyper compliquées parce que si tu regardes un peu les line-up de Denver, sans surprise, il y a beaucoup de line-up avec Westbrook qui sont absolus, qui se font mais tronçonner littéralement. C'est pas une exagération. Et il y en a quelques-uns où ça passe à peu près. Mais il y a toujours, en fait, il y a toujours un sacrifice que tu es obligé de donner quand tu mets Russell Westbrook dans un 5. Et ça, c'est problématique. Et Westbrook, voilà, moi, je ne comprendrais pas qu'il termine les rencontres. Ah, c'est clair. Je comprends David Edelman qui dit ouais, je mets les meilleurs joueurs sur le terrain en fin de rencontre. Et Westbrook, je dis pas, peut-être qu'il est capable de remporter un match décisif, enfin un match qui se révélera être décisif dans une série de playoffs. Je l'ai vu faire au Thunder, je l'ai vu faire, je sais pas combien ça de fait fois. Quelques années quand même. Hein. Mais bon, voilà, ça fait plusieurs années maintenant où quand tu vois leur dernier face à Dallas. Dallas, c'était du pain béni d'avoir Westbrook sur le terrain. Les mecs, ils étaient là, bah cool, merci beaucoup. On va laisser ce mec-là tout seul et on va se concentrer sur les 4 autres joueurs. Merci. Et t'as plus rien à faire après ça. Et c'est un mec qui va te rater, qui va prendre un shoot complètement stupide, qui va perdre une balle complètement au pire moment qui soit parce qu'il va faire une passe spectaculaire alors que c'est pas le moment de faire ça. J'aime beaucoup Russell Westbrook, mais là non, j'ai pas envie de revivre certains sentiments que j'ai déjà vécu avec lui. Très sincèrement, j'ai un peu déjà donné un trouble post-traumatique également, un stress post-traumatique le concernant. J'ai déjà donné, ouais. Complètement, donc voilà. Mon pronostic, moi, c'est Nuggets en 7, mais là, c'est le cœur qui parle. C'est ma conviction que Jokic est le meilleur joueur de cette série et que Jokic est capable sur une série. Alors, il va se cramer si ça fait ce que je pense, mais de porter cette équipe face aux Clippers. Je pense qu'il est capable de le faire si tout le monde est à peu près. Enfin, si l'électrochoc du licenciement de Michael Malone notamment porte ses fruits et si la sérénité retrouvée, on va dire, dans l'organisation au niveau du front office et tout. Était vraiment un problème pour ce qui se passe sur le terrain. J'en doute, mais admettons. Donc là, c'est vraiment un alignement des planètes comme t'en as jamais vu un. Là, je te le sors, mais ouais, parce que honnêtement, de nulle part ce truc. Honnêtement, mis à part Jokic, qui est le meilleur joueur de la série, honnêtement, qu'est-ce qui est en faveur de Denver dans cette match-up? Non, mais en fait, pour Denver, il faut que Jokic soit titanesque. Il faut que ça soit Bubble Jamal. Il faut que ça soit Michael Porter Jr. qui se fasse pas démembrer par Kawhi Leonard et Derrick Jones Jr. et qui perdent pas confiance au bout de 2 matchs pour faire du 4 sur 17 et 0 sur 7 à 3 points. Ce genre de conneries. Il faut que David Adelman soit meilleur que Malone dans les ajustements. Aaron Gordon, j'ai pas trop de doutes. David Adelman, voilà, parce que Tyronn Lue, tu peux être sûr que lui, dès que tu vas lui laisser la moindre opportunité d'exploiter quelque chose, il va te mettre la tête sous l'eau. Il lâchera pas. Hein. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc Adelman, c'est pareil, ça va être un baptême du feu, mais absolument fou. Il faut que Christian Brown joue la série de sa vie défensivement pour essayer de freiner James Harden le plus possible. Et probablement de temps en temps Kawhi Leonard. Enfin, Kawhi Leonard, c'est un match-up, c'est un cauchemar absolu en termes de match-up. Donc oui, ma raison dit Clippers en 6. Ouais, c'est ça. Ma raison. Si je suis froid, typiquement froid, et que tout le monde est en bonne santé, je dis Clippers en 6. Parce qu'en fait, si tu fais un tableau des match-up, tu vois, dans cette série, en fait, pour moi, tout est en faveur des Clippers, sauf effectivement le côté, le meilleur joueur de la série, c'est Nikola Jokic. Mais sinon, coaching, pour moi, ça va en faveur de nous. Supporting cast, ça va en faveur des Clippers. Défense, Clippers. Attaque, franchement, sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, ouais, Clippers. Ah mais oui, non, mais c'est même certain. Hein. Les Clippers, depuis
Le All-Star Game, voilà, j'ai le chiffre, c'est la 4e meilleure attaque de la ligue. Ouais. Les Nuggets, c'est censé être leur point fort. Ils ont la 9e attaque. Défensivement, les Clippers, c'est la 7e meilleure défense. Les Nuggets, ils sont descendus à la 23e place. Et laisse tomber. Ah non, mais la défense des Nuggets depuis le All-Star Game, c'est à s'arracher les cheveux. Donc, si on part du principe que, voilà, à part l'électrochoc du licenciement de Michael Malone, parce que après, voilà, les Nuggets, ils ont jamais eu un effectif au complet de toute la saison. Il y a eu Aaron Gordon qui était blessé, Jamal Murray qui était blessé, qui a commencé la saison. Le gars, il était en mode pantoufle, blessé. Enfin, tout ce dont on a l'habitude avec Jamal Murray. Enfin, le diesel, quoi, le diesel Murray. Ouais. Michael Malone qui, dès la fin du All-Star Game, c'était terminé, puis personne ne semblait écouter ce qu'il raconte, et ni ne respecter ses choix, ni ne se donnait sur le terrain. Donc en fait, elle est complètement biaisée, la vision qu'on a des Nuggets aujourd'hui. Est-ce que ça a changé? Bah pour l'instant, on n'en sait rien, et c'est quand même très compliqué de croire qu'en 2-3 semaines, ça soit la révolution absolue. Ah, moi, c'est impossible pour moi d'y croire. C'est impossible pour moi d'y croire. Vraiment, la théorie la J'ai- théorie de j'ai- j'ai- l'électrochoc. En fait, J'aime le jamais basket, c'est pas aussi facile. j'aime pas être Catégorique. catégorique. Je vais pas l'être en tout cas les concernant eux. Parce que c'est faux, j'aime être catégorique. Ça me fait rire. Mais parce que ça me dérange pas de me tromper. Mais là, ouais, En fait, si tu veux, je trouve que c'est trop, c'est un conte de fées, tu vois. Le basket, ça marche pas comme ça. C'est pas aussi non. facile, tu vois. Je suis désolé, mais en fait, si la match-up était plus serrée, plus tendue, je pourrais peut-être y croire, tu vois, au fait que le fait que le vestiaire soit apaisé, tu vois, ça pourrait être le petit dixième qui fait basculer le truc. Mais là, le rapport de force, il est trop déséquilibré pour que j'y Ouais, croie. complètement. Ouais. Complètement, mais je veux croire. Allez, Nuggets 107, un point, c'est tout. Allez. Jokic, j'ai envie. Je peux pas me résoudre à ne plus voir Jokic jouer au basket, Ah, Charles. mais non, mais de toute façon, enfin, je te dis, Donc, moi, n'importe quelle série, je donnerai toujours les Nuggets ouais, mais je vainqueurs. comprends. Ouais, moi, je te dis, moi, j'ai 7, mis tout Clippers en doudou. 6, mais 7, je 7. serais dégoûté pour Jokic, quoi. 7. Dégoûté pour Jokic. Ah la vache. Non, quelque part, tu sais, s'ils sont éliminés au premier tour et que justement ça pousse le front office qui n'existe pas alors qu'il est, Ouais. euh, à prendre, voilà, à changer leur fusil d'épaule. Là, je pense que le temps est venu pour Denver de changer le casting autour de Nikola Jokic. Ah bah carrément, Si ouais. cette campagne se termine dans le caniveau, Non, mais même si... ne rien faire serait criminel. Ah, je suis désolé, mais même s'il passe un tour par miracle, c'est encore... En fait, tu vois, s'il passe un tour Ça grâce au pourrait génie desservir. absolu de Nikola Jokic, mais c'est une preuve encore plus importante du fait que tu dois mieux l'entourer, quoi. Si le Ouais. mec est tellement fort qu'il arrive à lui seul à inverser ce rapport de force qui est tellement défavorable, par pitié, donnez-lui une équipe. Par pitié. Écoute, j'ai vu Nikola Jokic avec la Serbie tenir tête à Team USS cet été sur un match. Donc, Sur un match. ouais, ouais. Je voulais juste le caser vite fait. On va terminer la conférence Ouest avec Rockets versus Warriors, deux équipes qui se sont affrontées 4 fois en playoff sur les 10 dernières saisons. Les effectifs changent, mais la tension est plus que jamais palpable entre ces deux franchises, surtout quand on y regarde de plus près avec l'historique, notamment entre Draymond Green et Steven Adams, et les souvenirs douloureux de la finale de conférence de 2016 avec Draymond Green qui avait reçu un avertissement pour avoir donné un coup de pied à 2 reprises dans les parties intimes du pivot néo-zélandais. On se souvient de Dylan Brooks lorsqu'il était aux Grizzlies, promettant à qui voulait bien l'entendre que Memphis était sur la pente ascendante et prêt à déloger les Warriors de leur piédestal au sein de la conférence Ouest. Il y a eu aussi le coach Ime Udoka qui s'est incliné en finale NBA face aux Warriors en 2022 quand il était sur le banc des Celtics et qui va sûrement avoir une motivation supplémentaire au moment de les retrouver sur son chemin dans ce premier tour des playoffs à l'Ouest. Plus récemment, il y a eu cette rencontre entre les deux équipes début avril qui a vu Houston s'imposer dans un match d'une rare intensité où Stephen Curry a vécu un véritable enfer, 1 sur 10 au tir et une pression de chaque instant imposée par la défense des Rockets, principalement Amen Thompson. Il y a une opposition de style entre ces deux équipes, défensif,
offensif, intérieur, extérieur, qui devrait faire de cette série une véritable bataille de tranchées. Charles, ton avis sur cette confrontation qui, très sincèrement, ça sent la poudre, ce truc. Ouais, ça sent Ça la va, poudre. ça va. Je serais étonné qu'il n'y ait pas au moins un match avec des joueurs suspendus à un moment ou à un autre dans cette confrontation. Je suis Ah, mais désolé, c'est sûr, mais j'en suis. excuse. J'ai re-regardé le match d'avril là dont je parle là. C'est tendu, tendu, tendu quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, ça va être trop bien, comme tu le dis, ça va sentir la poudre. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. J'ai envie de voir Draymond Green et Dillon Brooks se faire des câlins. Ça va être trop bien. Bon, alors, déjà, franchement, c'est un peu dur quand même pour Houston. Tu finis deuxième à l'Ouest au terme d'une saison folle et tu te tapes Curry, Butler, Draymond au premier tour. C'est pénible. Mais voilà, moi, tu sais très bien, Houston, ça a été mes chouchous cette saison. J'ai pris un plaisir immense à regarder leurs matchs. Udoka, pour moi, c'est le coach de l'année. J'adore ce qu'il a fait, l'état d'esprit de cette équipe, sa mentalité, c'est vraiment génial. Je pense en plus que Houston a plein d'armes défensives pour notamment gêner Curry. Enfin, tu vois, par exemple, sur les déplacements incessants de Steph Curry, bah, côté Houston, t'as quelques mecs qui vont être capables de le suivre sans aucun problème. T'as quelques mecs qui vont pas du tout être perdus par ce qui se passe. Bon, il y a tellement d'aspects qui sont intéressants dans cette série. La gestion de la taille, on sait très bien que les Warriors, historiquement, ils aiment jouer small ball. La gestion du rebond aussi, ça va être fou. Houston est une équipe qui a des chiffres absolument phénoménaux dans ce domaine en saison régulière. La défense sur Curry, il y a plein de trucs qui vont être passionnants. La gestion des fautes aussi. Houston, c'est une équipe qui a un jeu très athlétique, très agressif. Une bonne partie de leur effectif va découvrir l'arbitrage en play-off. Est-ce qu'ils vont être capables de faire face à ça? Est-ce qu'ils vont être capables de s'adapter? J'ai trop hâte de voir cette équipe en play-off. J'ai trop envie de voir comment Amen Thompson, Alperen Sengun, Jalen Green, tous ces mecs-là qui ont tous un potentiel intrigant, on se pose la question depuis des semaines et des semaines du franchise player du futur pour cette équipe. C'est la première campagne de playoff pour ces gars-là et ça va nous donner des énormes indications pour le futur. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. J'attends aussi énormément de Jimmy Butler parce que bah, moi, tu le sais, ça m'a vraiment gavé la fin d'histoire avec Miami. Bon, bah, il a voulu partir, il est aux Warriors, il est aux côtés de Steph Curry et qui nous montre qu'il a la dalle, qui nous montre qu'il est encore capable d'être playoff Jimmy et qui me donne tort parce que moi, au moment du trade, j'avais dit que malgré ça, je croyais pas à un gros run des Warriors en playoff. Écoute, j'espère qu'ils vont me donner tort. Voilà, moi j'avoue que j'ai tendance à penser que Golden State va réussir l'upset parce que si on a un Jimmy Butler en mode playoff, si on a un Steph Curry en forme, si on a un Draymond qui défend comme il l'a fait sur les dernières semaines de régulière et globalement toute une équipe de Golden State qui défend comme elle l'a fait ces dernières semaines, j'ai du mal à voir Houston passer. Ils ont un avantage en termes d'expérience, en termes de star system. Ils ont fini la saison en défendant remarquablement bien. Je pense que si collectivement l'attaque de Houston bafouille, ils n'auront pas les individualités pour compenser. Shams Charania, il y a 2 jours, a parlé sur ESPN des difficultés de Houston sur demi-terrain. C'est pas du tout une bonne équipe d'attaque sur demi-terrain. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été trop pénalisant pour eux aussi parce qu'ils sont incroyablement dominants au rebond offensif. Mais en play-off, je pense que ça peut leur jouer des tours et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'eux sur le dossier d'un mec comme Kevin Durant pour la saison prochaine. Donc ouais, j'attends une très belle série, une vraie bataille. Je veux vraiment que ça soit... je veux qu'il y ait des fins de match tendues. Je veux voir Draymond Green et Dillon Brooks se rentrer dedans au sens figuré, évidemment. Je souhaite pas du tout de bagarre, mais je veux vraiment que... Voilà, je veux voir une vraie série de play-off tendue. Mais pour moi, enfin, en fait, pour moi, Jimmy Butler a tellement changé les choses pour Golden State. Il a tellement permis à l'équipe de passer un cap, de changer la dynamique de l'équipe. Il s'est parfaitement intégré au système de Steve Kerr. Voilà, je trouve qu'il y a quasiment que du positif dans son arrivée, même si Kuminga serait sûrement pas d'accord avec moi. Mais ouais, pour moi, Golden State va passer en 6 matchs. Il y a énormément de choses de très très intéressantes dans tout ce que tu viens de dire. Ce qui est étonnant avec les Warriors, c'est qu'ils ont eu un départ de saison canon. Après, ils ont atteint un certain plateau. Après, ils ont carrément chuté au classement. Ouais. On se disait, mais c'est terminé, il y a plus rien à tirer de cette équipe. Et ils font le transfert pour Jimmy Butler.
Et depuis le transfert de Jimmy Butler, c'est la meilleure défense de la ligue. C'est la 7e attaque de la ligue et ils ont le 3e meilleur net rating de la ligue. Donc c'est une équipe des Warriors extrêmement compétente qui se présente face à Houston. Comme tu l'as dit, pas de bol. On oublie, les Rockets, j'étais à 22 victoires, 60 défaites il y a 2 ans. Là, ils ont terminé la saison sur 15 victoires et 2 défaites pour s'emparer de cette 2e place de la conférence Ouest. Alors, ils ont perdu 3 de leurs duels cette saison face à Golden State, mais je crois qu'il y a eu 3 rencontres qui se sont jouées sans Jimmy Butler, donc c'est assez difficile de dire quoi que ce soit dans les duels de saison régulière. Ouais, ça a été des matchs très serrés, souvent. Voilà, le dernier match qui a eu lieu en avril, pour le coup, il y avait de l'engagement parce que c'était important pour le classement général. Chacun essayait de se placer et d'éviter surtout le play-in. Donc c'est là où ce match est extrêmement intéressant à regarder, c'est qu'on a un avant-goût de ce que ça peut donner. Une chose que je vais te poser comme question, justement, tu parlais de Kuminga, du fait qu'il soit peut-être potentiellement un peu dégoûté de voir Jimmy Butler débarquer et lui prendre des minutes de jeu. Moi, ça m'a extrêmement choqué de voir Steve Kerr le bencher sur les 2 derniers matchs de la saison, sur des matchs coup près, alors que si tu regardes le match justement face à Houston de début avril, là, c'était le 6 avril, il est extrêmement important dans ce duel face à Houston, parce que c'est un ailier athlétique et ils vont avoir besoin de ses capacités athlétiques, ils vont avoir besoin de ses capacités de jeu en transition pour éviter de se confronter à une défense posée des Rockets, parce que on dit ouais, les Rockets ils sont pas bons sur demi-terrain, mais pour le coup les Warriors ils ont plutôt intérêt à jouer vite, parce que jouer face à la défense posée des Rockets ça va pas être une mince affaire non plus. Donc j'ai hâte de voir un peu comment le pace de cette série où est-ce que le curseur va se placer. Est-ce que ça va jouer vite, moins vite, comment ils vont essayer de s'attaquer l'un l'autre, et à quel niveau ils vont justement éviter chacun l'un et l'autre d'éviter de se confronter à la défense. Donc, c'est-à-dire courir après un rebond, courir après une interception, et Dieu sait que ça récupère des ballons dans tous les sens. Comme tu l'as très bien dit, Houston, c'est une équipe absolument dominante au rebond, notamment au rebond défensif. Steven Adams, c'est une machine, un aspirateur à rebond défensif, sans compter toutes les balles perdues qu'ils arrivent à provoquer avec Tari Eason, avec Amen Thompson. Tout ça, ça rajoute. En fait, il y a une guerre du jeu de possession dans cette série qui va être extrêmement intéressante à suivre. C'est qui va avoir le plus de tickets shoot et le plus de possession pour essayer de prendre l'avantage sur l'autre. Et ça, c'est une des grandes questions que je me pose. Sur Kuminga, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Steve Kerr a définitivement perdu Kuminga? Qu'est-ce qui se passe du côté des Warriors? Et est-ce que tu penses que Kuminga va attaquer ses playoffs avec l'état d'esprit qu'il faut? Écoute, je pense que Kerr a suffisamment d'expérience. Je pense pas qu'il ait juste sorti Kuminga de la rotation sans qu'il y ait aucun échange, sans qu'il y ait aucune discussion sur le sujet. Moi, j'ai assez hâte de voir effectivement s'il va avoir un rôle à jouer sur cette série. Je l'espère. Parce que tu l'as dit, je pense que son profil est très intéressant sur cette opposition. Je pense aussi que il a déjà montré qu'il pouvait être précieux face à cette équipe des Rockets. Je pense que ce serait opportun de le relancer aussi parce que honnêtement, au-delà de cette série, si les Warriors veulent faire un vrai run de playoff, ils auront besoin d'une vraie rotation et Kuminga, il est important dans ce cadre-là. Mais oui, moi j'ai envie de croire qu'il va le relancer. Je pense qu'il est de ce qu'on perçoit et de ce qu'on connaît de Steve Kerr, c'est pas, on n'est pas sur un modèle de coach complètement psychorigide qui fait complètement fi de l'aspect psychologique avec ses joueurs. Moi, j'ai un peu tendance à croire qu'au contraire, il échange avec Kuminga et qu'il a fait en sorte de ne pas lui faire sortir de sa saison, en fait, tu vois, de ne pas le détruire complètement mentalement. Alors, je me trompe peut-être, mais effectivement, tout ce que tu as dit est tout à fait vrai aussi. Quel choix vont faire les Warriors sur le tempo du match. Tout ça, ça va être extrêmement intéressant, mais quelque part, en fait, ils sont dans la bonne position pour ça. Tu vois, ils sont là en tant qu'outsiders. Sur le papier, c'est pas eux qui ont l'avantage du terrain. En fait, Steve Kerr, il va juste pouvoir s'adapter à ce qu'il voit sur le premier match. Quelque part, il a juste besoin d'en prendre un sur les 2 premiers, quoi. Et ça, c'est extrêmement important.
Donc ouais, enfin, ouais, moi je pense vraiment qu'aujourd'hui Golden State a un petit avantage dans ce match-up là. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. S'ils arrivent à limiter les pertes de balles et à courir quand ils le peuvent face aux Rockets, je pense que et justement forcer la défense des Rockets à être sur ses talons en permanence et à réfléchir, mon Dieu, il est où Stephen Curry, mon Dieu, il est où Jimmy Butler, sans compter voilà la capacité de Jimmy Butler à provoquer des fautes et à se sublimer en playoff. On sait très bien comment ça se passe. D'ailleurs, il faudra bien vérifier à ce niveau-là, est-ce qu'il est capable, Jimmy Butler, de causer des problèmes de faute à Amen Thompson, à Tari Eason, à Dylan Brooks, à tous ces joueurs-là qui pourrait forcer Ime Udoka à faire des rotations qu'il n'a pas forcément envie de faire, à insérer des joueurs auxquels il n'a pas confiance ou qui conviennent pas au match-up qui est sur le terrain. Ouais, et l'inverse est vrai aussi, tu vois. Par exemple, oui, complètement. On sait que Steve Kerr, il aime bien finir les matchs avec un 5 small ball avec Draymond en 5. Ok, d'accord, mais si tu te fais détruire au rebond, est-ce que vraiment tu vas pouvoir finir les matchs avec un 5 avec Draymond en 5, tu vois? Mais oui, complètement. En fait, il y a plein de petits trucs qui vont être hyper intéressants. Mais depuis l'arrivée de Butler, alors autant les Rockets en termes de pourcentage de rebonds captés, c'est la première équipe, il n'y a pas de problème. Les Warriors, ils sont, laisse-moi te le dire, ils sont 9e. Donc c'est pas une catastrophe au rebond. Depuis que Jimmy Butler est arrivé dans cette équipe, ils ont, je crois que si on prend en compte le play-in, ils ont 24 victoires et 7 défaites. Ce qui équivaut à une saison en 67 victoires. C'est un truc de fou, en fait. Oui, non, mais cette équipe, ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a vue sur la première partie de saison. Ah, mais complètement. Donc, sur le dernier tiers, c'est une toute autre équipe des Warriors à laquelle on a affaire. Autre opposition de style concernant les Warriors et les Rockets, c'est qu'on a d'un côté une équipe qui privilégie le mouvement du ballon, les Warriors qui font énormément de passes, qui font énormément de mouvements pour essayer de trouver le joueur démarqué en permanence. De l'autre côté, les Rockets, c'est pas du tout leur délire. Eux, pour le coup, c'est une des équipes qui passe le moins. Je crois qu'en termes de mouvement de player, de mouvement de joueurs sur le terrain et de passes, ils sont 25e de la ligue. Ouais, et en termes d'assist ratio, c'est pareil. Donc c'est beaucoup plus d'isolation. Donc c'est deux styles de jeu totalement différents auxquels on va avoir affaire. Et la confrontation, elle est fascinante aussi pour ça. C'est parce que ce sont deux équipes qui n'ont rien à voir. D'un côté, tu as les Rockets qui peuvent aussi te jouer De Golgoth, Steven Adams et Alperen Sengun ensemble sur le terrain. Du côté des Warriors, pour l'instant, le 5 majeur le plus probant, c'est Draymond Green et Jimmy Butler en poste 5 et 4, quoi. En pivot et ailier fort. Ouais. C'est pas rien quand même, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est ça, et ça va être intéressant de voir si Houston peut obliger Steve Kerr à faire jouer beaucoup Looney, beaucoup trop Looney, par exemple. Tout à fait. Donc, elle va être trop bien, cette série. Ça va être passionnant, et je pense que ça va être un engagement physique et mental assez fou de la part des deux équipes. Et très sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, vu comment Golden State joue depuis l'arrivée de Jimmy Butler, c'est très difficile pour moi effectivement de ne pas donner l'avantage aux Warriors par leur expérience. Et l'autre question que je me pose, et on terminera peut-être là-dessus concernant les Rockets et les Warriors, qui, selon toi, Charlie, du côté des Rockets, à qui tu confies le ballon quand il faut absolument marquer un panier? Et je trouve que c'est le point faible le plus conséquent côté Rockets, c'est que t'as pas vraiment de joueurs capables de planter. Enfin, j'ai confiance en aucun joueur pour aller planter les shoots difficiles quand il faut vraiment répondre présent et nourrir le score, parce que t'es sur un espèce de voilà, t'es au 16e round, tout le monde est épuisé, et c'est justement là qu'il faut venir scorer, quoi. Et je sais pas qui ça va être du côté des Rockets, parce que Jalen Green, il a montré des très belles choses cette saison, mais si tu regardes ses stats avancées, son impact sur le terrain,
c'est un scoreur, mais il est très limité dans son impact. Il est encore dans son plus-minus, c'est quand même très compliqué de faire confiance à ce gars-là, quoi. Fred VanVleet, c'est peut-être le plus expérimenté de tous, mais c'est pareil. C'est beaucoup lui demander à Fred VanVleet de prendre ces responsabilités-là. Est-ce que Amen Thompson peut se transcender absolument et devenir le joueur, un autre joueur en playoff? Est-ce qu'il y a un joueur comme ça dans l'effectif des Rockets? J'ai des doutes. Ah mais moi je te dis, moi c'est pour ça que j'ai extrêmement hâte de les voir, parce que je pense que cette campagne de playoff, qui est donc la première pour Amen Thompson, etc., va nous donner d'énormes indications pour le futur. Écoute, moi je serais tenté de te répondre, c'est un peu une réponse d'escroc, mais je vais te répondre, faudra filer la gonfle à celui qui a la main chaude ce soir-là, quoi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de certitude. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, effectivement, qu'un mec comme Fred VanVleet va avoir une vraie importance, parce qu'il est très important pour cette équipe, dans le jeu, dans la gestion du tempo, il est extrêmement important, mais aussi dans l'apport du vestiaire. Il a une vraie expérience de play-off. C'est quand même un mec qui a été au titre. Donc ouais, et puis en plus, le truc, en fait, vu le profil de cette équipe de Houston, moi, j'ai pas envie d'aller confier les ballons chauds de fin de match à un mec comme Sengun ou même à des joueurs intérieurs, parce que tous ces mecs-là, il va falloir qu'ils aillent se bastonner au rebond, en fait. Tu vois, c'est ça aussi la grande force de Houston. Donc ça va être une bagarre de rue. Mais ça va être trop bien, Mais il y a trop de séries trop bien sur une bagarre de rue, c'est une façon de parler. Bien sûr. On n'est pas là à souhaiter une violence physique de quelques joueurs que ce soit bien clair non, mais pour tout le monde. Ce qu'on veut dire, c'est que ça va être une bataille physiquement engagée sur le terrain. Avec voilà, on connaît les Dylan Brooks, tout ça. On va voir Draymond Green péter des câbles, Dylan Brooks idem. Il va y avoir des techniques, il va y avoir, je te dis, il va y avoir des expulsions, c'est sûr et certain. Même les coachs, je vois bien le coup venir. Ça va être une folie, cette série. Ouais. Toi, t'as dit quoi? Ton pronom? Ouais, j'ai dit Warriors en 6. Ouais, pareil. Warriors en 6. Et franchement, ce sera pas... je sais qu'il y a des gens qui vont juger purement sur le classement et dire « Ah ouais, deuxième à l'ouest pour se faire sortir au premier tour ». Non, ça ne sera pas une catastrophe pour Houston de se faire sortir par ces Warriors-là au premier tour. Pas du tout, même. Non, mais tout à fait. Et vraiment, tout ce qu'on va voir sur cette série, ça va être les bases de la construction d'une équipe qui, à l'avenir, va faire flipper énormément de gens à l'ouest. On est sur une saison de zinzin. Ouais. Dire, elle a aucun sens. Aucun. La fin de saison qu'on a eue. De la deuxième place à la 10e place, t'as l'impression que tout pouvait se jouer dans le dernier mois de la saison. Il n'y a rien qui était calé, rien qui était prévu. Tout s'est joué à la dernière minute, sur les dernières rencontres. Il y a 4 victoires d'écart entre le deuxième et le 8e, quoi. Ah, c'est fou, quoi. Oui. Donc voilà. Merci Charlie pour ce podcast sur la conférence Ouest. Bah écoute, avec plaisir, hein, et puis vivement que ça démarre. Là. Ouais, carrément. Ça démarre ce week-end, ça démarre aujourd'hui, puisque le podcast sera mis en ligne ce samedi, juste avant les premiers matchs des playoffs. Vous avez bien évidemment toute la semaine pour écouter ce podcast, et comme ça on verra si on a raconté ce qu'on a raconté est complètement à côté de la plaque ou pas. Voilà, et j'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que le prochain podcast, parce que j'ai quelques jours de vacances en famille, le prochain podcast sera diffusé dimanche dans la journée, sera à télécharger dimanche dans la journée, dimanche 27 avril. Voilà, donc ni le vendredi ni le samedi, mais le dimanche exceptionnellement, et après on retrouvera un rythme normal de diffusion, et pour les finales, vous savez comment on va faire, ça sera 2 numéros par semaine, enfin un tous les 2 matchs, comme on fait habituellement. Voilà, merci beaucoup Charlie, et à très bientôt. À bientôt. Ciao.